Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau bulletin d'idées pour l'histoire. Cette fois, c'est la bonne. Je suis plus ou moins rétabli par rapport à la semaine dernière, hein. Je vous prie de m'excuser encore une fois, mais j'étais dans un état qui ne me permettait pas de faire l'émission dans les conditions habituelles, hein. Je suis encore un petit peu pris du nez, mais j'ai des sinusites à répétition depuis très longtemps, donc ne vous inquiétez pas plus que ça. Merci pour vos messages de prompt rétablissement, pour vos vœux pour Pâques. Je vous les reformule à mon tour. Je vous remercie aussi pour les pouces en l'air, les quelques commentaires au sujet de l'actualité de mes travaux. Et donc, nous reprenons le cours de nos émissions cette semaine avec un bulletin tout à fait traditionnel. Donc, je vous rappelle néanmoins, comme d'habitude, on reprend les bonnes habitudes, les pouces en l'air, le partage, les commentaires, et puis, bien évidemment, le financement pour pouvoir faire le documentaire sur la bataille de Cambrai, le tourner si possible dès le mois de mai, pour le diffuser fin mai, début juin, avant de rentrer dans la longue séquence que j'ai évoquée au début de l'année sur les commémorations de la bataille de Normandie, des opérations soviétiques à l'Est, et puis donc à la fin de l'été du grand débarquement américain sur Peleliu, dont on fêtera aussi le 80e anniversaire, hein. Le programme, je vous dis déjà au mois de mai, avant Cambrai, on parlera bien sûr de l'Italie, du front italien en 1944, avec la fin de la bataille de Monte Cassino, la prise de Rome. Bien évidemment, il y aura des émissions intermédiaires, je l'ai dit, sur la guerre de sécession par rapport à la sortie de mon livre, on en reparlera un petit peu à la fin. Mais voilà, on va passer un été très 1944 à partir, enfin même un peu avant l'été, du 6 juin jusqu'au 15 septembre, hein, c'est ça, jusqu'au 15 septembre, on va être très Seconde Guerre mondiale et très été 1944. Alors aujourd'hui, on va parler d'une opération, d'une offensive, mais on peut la qualifier d'opération, qui est très peu connue en Europe occidentale, malgré le centenaire de la Grande Guerre, qui est l'offensive Broussilov du mois de juin jusqu'au mois de septembre-octobre 1916. J'ai évoqué dans ma communication, ma longue communication sur l'art opératif, l'existence de cette opération. J'en ai un petit peu parlé la dernière fois quand on a évoqué la bataille de Verdun. Euh, D'emblée, il faut être clair, c'est en termes de pertes, hein, pas seulement en termes d'unités engagées, mais en termes de pertes, c'est l'opération la plus meurtrière du premier conflit mondial, hein, c'est-à-dire qu'on dépasse tout ce que nous, occidentaux, pourtant avons l'habitude d'entendre par rapport à Verdun ou à la Somme. L'opération la plus coûteuse en vie humaine et en perte a été cette offensive Broussilov. Alors son intérêt n'est pas simplement cette triste et macabre statistique, c'est d'abord qu'elle s'insère, comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur Verdun, par rapport à la stratégie de Joffre, la stratégie continentale de Joffre en 1916, enfin pour 1916, hein, puisqu'elle était définie au mois de décembre 1915 lors de la conférence de Chantilly, hein, rappelons-le. On devait avoir donc une combinaison d'offensives sur l'ensemble des fronts, aussi bien donc même sur le front des Alpes en Italie. On devait avoir donc l'offensive franco-britannique sur la Somme avec une très forte composante française et on va dire un tiers de forces britanniques engagées. On a expliqué dans l'épisode sur Verdun pourquoi ça a basculé, que c'est devenu une bataille, on pourrait dire, britannico-française, hein, à plus grande dominante britannique que française. Et on devait avoir une grande offensive russe en deux parties. Hein, donc d'abord la plus importante, celle qui a été décidée donc au cours des conférences d'état-major d'avril 1916 entre le commandant de l'armée, enfin le commandant de l'état-major, le général Alexiev et le tsar, hein, entre la Stavka et le tsar. C'était donc une grande offensive
au nord des marais du Pripet, qui devait attaquer les forces principalement allemandes, hein. Donc là, c'était les officiers, les généraux Evert et Kuropatkin qui étaient à la manœuvre. Et au cours de cette réunion d'état-major de la mi-avril 1916, Broussilov a proposé, lui, il commandait donc le front sud-ouest avec environ 600 000 hommes. Il a proposé à Alexiev de mener contre les Austro-Hongrois une offensive limitée de fixation, hein, avec donc 4 armées à sa disposition, et avec pour objectif de rompre le front et de faire une poussée d'environ une vingtaine de kilomètres en profitant d'une légère supériorité sur les troupes austro-hongroises et avec alors l'objectif de fixer les réserves austro-hongroises, hein, d'éviter qu'elles ne viennent soutenir les Allemands qui devaient donc, enfin qui doivent donc être attaqués par Evert et Kuropatkin, et en même temps de s'emparer de deux objectifs géographiques stratégiques, à savoir les nœuds ferroviaires de Kovel et Lutsk, qui permettent justement de manœuvrer les réserves des empires centraux sur l'ensemble du front. Donc, la caractéristique de cette opération, c'est que on considère on est vraiment dans encore une fois, une nouvelle étape de l'art opératif, enfin du proto-opératif, de ce qui va amener à la naissance de l'art opératif, parce que on a une gestion de l'opération qui est tout à fait nouvelle de la part de Broussilov. Hein, c'est-à-dire que on va pas avoir une opération traditionnelle comme on en voyait depuis lors, avec une longue préparation d'artillerie, comme on le verra d'ailleurs sur la Somme, qui dure des semaines, qui alerte l'adversaire, qui tire un peu excusez-moi l'expression, dans le tas sans vraiment être très précise. Et puis surtout, on va avoir une attaque combinée des 4 armées qui sont sous le commandement de Broussilov. Et des attaques qui vont être simultanées et qui vont empêcher les Austro-Hongrois de détecter le Schwerpunkt, hein, le point d'effort maximal souhaité par Broussilov, et donc ça va les contraindre. On a dit l'objectif c'est de fixer les réserves stratégiques austro-hongroises pendant que les autres forces russes au nord du Pripet attaquent les forces allemandes. Mais au sein de cette opération, on va attaquer toutes les forces, enfin sur l'ensemble du front de ce groupe d'armées que contrôle Broussilov. On va attaquer les forces hongroises avec toutes les armées russes, parce que comme ça, sur le plan de l'opération, là encore, les Austro-Hongrois ne sauront pas où engager leurs réserves précisément. Hein, on va laisser planer le doute sur cette phase-là même de l'opération. Alors la particularité aussi de cette planification, c'est qu'elle est menée par ce qui est considéré comme étant l'un des meilleurs états-majors russes à l'époque, hein, avec des officiers très brillants, notamment un jeune colonel qui s'appelle Karbitchev, qui est un expert en fortification, ce qui n'est pas négligeable quand on veut s'affranchir des nœuds de défense, enfin des systèmes de défense complexes que représentent les tranchées à l'époque, même si celles du front oriental ne sont pas aussi sophistiquées qu'à l'ouest. Et ce jeune colonel, qui est dans donc l'état-major de Broussilov, sera d'ailleurs plus tard récompensé au cours de la Seconde Guerre mondiale du titre de héros de l'Union soviétique. Donc c'est vous dire qu'on a affaire à des gens qui sont extrêmement compétents, malgré les difficultés dans lesquelles l'armée tsariste s'est retrouvée fin 14 et tout au long de l'année 1915, avec, on l'a donc vu à ce moment-là, des déficiences à la fois d'équipement, de commandement, d'équipement, alors pas seulement d'effets personnels, mais d'armement individuel, de mitrailleuses, d'obus, de formation aux armes techniques, qui était assez en dessous des standards occidentaux. Hein. Il y a des officiers français et japonais qui ont notamment été envoyés là-bas pour aider à la formation des artilleurs russes, pour les mettre à niveau par rapport aux standards occidentaux. Et sur le plan tactique,
Broussilov est probablement l'un des meilleurs officiers aussi, là encore, de l'armée tsariste. Donc il a le meilleur état-major, et lui c'est un des officiers les plus compétents qui s'intéresse à ce qui se passe aussi sur le front occidental et qui essaye d'en tirer des leçons. Il a vu notamment comment fin 1915, dans la deuxième offensive de Champagne, sur le plan tactique, les Français ont opéré en approchant au plus près leurs réserves de la ligne de front pour pouvoir les engager immédiatement et de manière massive contre les premières lignes allemandes. Et donc là, il va tenter de faire à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des réserves qui se trouvent à plusieurs kilomètres en arrière des troupes d'assaut, il va masser ses réserves au plus près du front en utilisant donc un système de ce qu'on appelle en français les places d'armes, les places d'armée en russe, avec donc des boyaux de communication qui permettent très rapidement de les quitter pour accéder au front et à la première ligne, et donc d'être injecté dans les combats dès la fin des préparations d'artillerie. Et pour ça, on va avoir un immense chantier de terrassement sur le front des quatre armées, où on va avoir des tranchées d'approche, des tunnels, qui vont être construits par les hommes eux-mêmes, hein, qui vont manier la pioche pendant toute la partie qui court de la fin du mois d'avril jusqu'au début du mois de juin. Et là encore, on va avoir ce système qui va être complété par un bombardement d'artillerie qui devra être très court pour surprendre les Austro-Hongrois. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire ce que les Anglais, enfin les Britanniques ont fait sur la Somme en fin juin 1916, qui ont bombardé pendant une semaine les positions allemandes, et donc vu l'intensité du bombardement, l'état-major allemand a tout de suite compris qu'il allait être question d'une attaque d'envergure dans cette partie-là du front, donc il a pu se préparer. Et notamment à l'époque, les soldats allemands ont eu l'occasion de rester bien terrés dans leurs abris profonds. Et donc là, Broussilov, même si l'opération sur la Somme n'a pas eu lieu, il veut absolument pas donner l'alerte. Donc on va avoir une longue, enfin, pendant plus d'un mois, hein, on va avoir de longues opérations qui vont être menées par l'aviation russe. On n'en parle pas souvent en ce qui concerne la Première Guerre mondiale. Les aviateurs russes vont survoler les lignes austro-hongroises et la profondeur du dispositif pour cartographier déjà l'ensemble des défenses, et ensuite pour essayer de repérer au maximum les batteries d'artillerie austro-hongroises pour pouvoir les frapper le jour J et seulement le jour J. En plus de ça, au niveau des détails tactiques de tel ou tel secteur, les Russes vont profiter pour obtenir des renseignements supplémentaires de prisonniers qui sont faits au cours de raids. Hein, ça, c'est une pratique qui date de 1915 à peu près sur tous les fronts et dans toutes les armées, c'est-à-dire qu'on lance des raids souvent la nuit pour attaquer tel ou tel secteur du front sur lequel soit on s'attend à être attaqué, soit qu'on souhaite attaquer. On fait quelques prisonniers qui sont globalement dans toutes les armées assez bavards, et qui vont vous permettre d'avoir des détails très précis, telle tranchée, il y a une mitrailleuse qui est là, il y a un boyau de communication qui est ici, il y a un dépôt de munitions qui est ici. Et ces informations qui sont collectées via ces raids et à travers l'interrogatoire des prisonniers sont en plus complétées par des déserteurs. Hein, on a des déserteurs de l'armée austro-hongroise, notamment des Tchèques, qui ne sont pas du tout favorables à l'idée de se battre pour la maison des Habsbourg, et qui préfèrent continuer éventuellement à faire jouer leur fraternité slave avec les Russes, et qui n'hésitent pas à déserter, et qui donnent eux aussi des renseignements très importants qui vont permettre aux artilleurs russes d'avoir une idée assez précise de l'ensemble du dispositif à la fois défensif, mais aussi et surtout de l'artillerie ennemie. Et donc le jour où l'offensive va se déclencher, les pièces d'artillerie austro-hongroises vont être quasiment instantanément réduites au silence grâce à ce système initial de renseignement et d'information qui est glané donc à la fois par l'aviation et à la fois par le renseignement humain, prisonniers et déserteurs. Donc ça c'est une première parce que on n'avait pas
jusque-là été dans ce raffinement préparatoire, y compris sur le front occidental. Ensuite, pour l'artillerie, on va avoir une autre mission qui va être celle de créer des brèches dans les barbelés. C'est-à-dire qu'on a compris que c'était très compliqué de jeter des vagues d'assaut d'infanterie sur les systèmes de barbelés de l'adversaire. Et donc, par secteur d'attaque, on va avoir des batteries d'artillerie qui vont avoir pour seule et unique mission de détruire les réseaux de barbelés pour être sûr que l'infanterie ne sera pas ralentie, et d'autres vont avoir pour seule et unique mission de détruire les lignes mitrailleuses qui défendent les accès à ces barbelés. Là encore, les emplacements ont été repérés, qui par l'aviation, qui par les interrogatoires des prisonniers, qui par les déserteurs. Donc on est vraiment dans un système très pointu, et le dernier étage de cette fusée en ce qui concerne l'artillerie, c'est qu'on va avoir l'artillerie lourde qui va avoir pour mission particulière, pour une partie d'entre elles, puisqu'il y en a une partie qui doit tirer dans la profondeur sur les pièces austro-hongroises les plus lointaines, on en a une autre fraction qui, elle, doit cibler toutes les tranchées de communication qui permettent de faire venir des renforts sur les premières lignes, de telle sorte à ce que on ait un encagement des premières lignes austro-hongroises qui empêche à la fois les soldats qui pourraient être tentés de s'enfuir parce que complètement déboussolés, démoralisés, se disent bon, on n'a pas le choix, on va pas rester là, on s'en va, ce qui fait qu'on va avoir des combattants dans les premières lignes qui vont être diminués par cet effet-là, et puis surtout d'empêcher les renforts de monter en ligne. C'est-à-dire qu'on va isoler toute la première ligne de défense austro-hongroise de telle sorte à ce que d'une part, les combattants qui seront dedans seront très affectés par le bombardement, et que les renforts ne puissent pas y accéder. Donc on arrive à ce système-là par le renseignement et l'observation, mais aussi par une meilleure coordination, parce qu'on n'est pas encore à l'époque de l'observateur d'artillerie avancé avec un talkie-walkie qui peut diriger les pièces d'artillerie. On n'est pas encore là, on y sera à peine dans certains cas à la fin de la guerre avec des radios, des grosses radios, mais surtout des téléphones filaires. Et donc là, on a une étroite collaboration qui est mise en œuvre avec les officiers d'infanterie, et notamment pour faciliter les choses, on va avoir des maquettes qui vont être faites pour que tout le monde, y compris les fantassins, sache exactement où ils vont devoir se retrouver sur le champ de bataille, en même temps que les artilleurs, eux, identifient leurs cibles. Donc, sur le plan stratégique, on voit bien que l'intérêt, donc, c'est de faire une offensive d'effort de seconde zone, l'effort principal est pour les armées au nord du Pripet, mais que dans cette mission-là, on va développer tout un tas de techniques et de tactiques pour la rendre la plus efficace possible. Alors, en plus de ça, en ce qui concerne l'infanterie, on va avoir une division des tâches qui va être très intéressante, et qui n'est pas sans rappeler tout ce dont on vante encore aujourd'hui les Allemands d'être les inventeurs, avec les Stoßtruppen ou les Sturmtruppen, parce que là, c'est sur des effectifs qui sont beaucoup plus importants que quelques bataillons spécialisés à cette époque-là, au printemps 1916. L'armée allemande dispose de quelques bataillons, quelques régiments instruits sur ce rythme, enfin sur ce modèle-là, alors que là, c'est l'ensemble des 4 armées russes qui sont entraînées pour former 4 vagues d'assaut afin de conquérir les objectifs tactiques successivement. Avec on évite que la première vague soit obligée de s'enfoncer dans la profondeur, qu'elle soit complètement diminuée quand elle arrive sur le dernier objectif, qu'elle puisse pas le tenir, et puis qu'une fois que l'adversaire engage ses réserves, elle soit ramenée sur ses positions. Là, on va avoir une vague d'assaut, la première qui est constituée de grenadiers, et qui donc doit ouvrir une brèche dans le dispositif en détruisant tous les îlots de résistance, donc c'est ni plus ni moins que les missions assignées aux Stoßtruppen par les Allemands. La seconde, elle est également constituée de grenadiers, mais elle est placée 200 mètres derrière la première vague, et elle doit traverser la première ligne ennemie conquise pour attaquer la seconde ligne immédiatement. Ensuite, on a une troisième vague qui, elle,
est composé notamment d'unités où il y a les mitrailleuses, et qui doit atteindre la seconde ligne, une fois qu'elle a été sécurisée, pour poser ses mitrailleuses en situation de défense, pour empêcher toute contre-attaque adverse de déboucher. Si l'artillerie lourde dont on vient de parler n'a pas pu, on va dire, anéantir toutes les vagues de renforts austro-hongroises, on aura les mitrailleuses qui seront installées sur la seconde ligne ennemie conquise pour empêcher toute contre-attaque. Et on a une quatrième vague qui, elle, est à disposition encore un peu plus en retrait pour élargir la brèche qui aura été créée sur les flancs, de telle sorte à ce qu'on n'ait pas une simple tête de pont de quelques centaines de mètres de large qui puisse être prise de flanc et fragilisée sur ses flancs assez rapidement. Et enfin, et là encore, on est dans des dispositifs, alors chez les Occidentaux, on y pense encore, mais on ne voit pas comment on y arrivera, on y arriverait plutôt, c'est qu'on a enfin la cavalerie, hein, qui est un élément important à l'époque encore dans l'armée russe et dans toutes les armées. On a encore pas mal d'unités qui sont à cheval, même si il y a beaucoup de cavaliers qui ont été mis à pied en 1915 sur le front occidental. Et là, le but, c'est que une fois qu'on aura fait cette brèche complète dans le dispositif défensif des tranchées adverses, on puisse envoyer la cavalerie pour qu'elle attaque tout ce qui concerne le C3I, hein, c'est-à-dire tous les postes de commandement, de renseignement, de communication, les pièces d'artillerie les plus lourdes qui sont le plus loin derrière, et donc de semer la zizanie sur ces centres névralgiques de telle sorte à ce que l'ensemble du système défensif adverse s'effondre. Alors la particularité de l'offensive, c'est qu'elle est fixée à la fin du mois de juin, début du mois de juillet, en fonction de la météo, pour se synchroniser avec l'offensive donc occidentale sur la Somme, et puis l'éventuelle offensive italienne dans le secteur des Alpes. Le problème, c'est que le 15 mai 1916, on a les Austro-Hongrois qui prennent l'initiative dans les Alpes, qui vont attaquer le front italien de vive force. Le front italien va se disloquer pour partie. On a 40 000 soldats italiens qui sont faits prisonniers et le roi d'Italie, Victor Emmanuel, fait appel au tsar directement pour lui dire voilà, si vous pouviez lancer votre offensive maintenant, ce serait un moyen de nous soulager parce que les forces austro-hongroises qui sont face à nous seraient obligées de stopper leur offensive pour aller renforcer le secteur sur le front russe. Alors, le problème, c'est que dans le secteur au nord du Pripet, les forces de Evert et Kuropatkin sont pas prêtes. Par contre, Broussilov, lui, il dit bon écoutez, moi dans ces conditions-là, la demande du roi d'Italie date du 20 mai, et Broussilov dit bon, en fonction de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, le 4 juin, on peut lancer l'offensive. Et donc, le 4 juin, comme prévu, à 4 heures du matin, l'artillerie russe va démarrer son bombardement préparatoire, hein, donc c'est la première fois qu'on a sur ce secteur-là un bombardement qui ne démarre pas en avance pendant des jours et des jours. Il va durer à peu près 3 heures, et ce qui est très intéressant, c'est que les Russes vont passer à l'attaque avec l'infanterie qu'au soir vers 18 heures. Une fois que les positions austro-hongroises ont vraiment été aplaties au plus possible et qu'on a empêché, grâce à l'artillerie lourde, les réserves de venir renforcer la première ligne. Et donc le lendemain, on a un débordement quasiment partout sur le front d'attaque de toutes les positions austro-hongroises. Hein. On a des corps d'armée austro-hongrois qui vont encaisser jusqu'à 80% de pertes. Et la majorité de ces pertes sont des prisonniers, c'est-à-dire que les soldats austro-hongrois sont tellement surpris, tellement abasourdis et assommés à la fois par l'artillerie, mais aussi par les tactiques employées par l'infanterie russe, dont ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle soit capable de faire ce genre de prouesse, eh bien, on a un effondrement de leur position et les soldats se rendent. Voilà. Alors, sans compter que parmi ces soldats, comme je le disais tout à l'heure, on a des soldats d'origine slave, hein, des Tchèques, ou même quelques soldats d'origine polonaise qui sont plutôt, pour certains, enclins à se rendre assez facilement. Donc, dès le 6, au bout de 2 jours,
les Russes sont aux abords de Loutsk, la ville tombe le 8, et les quelques réserves qui sont encore disponibles pour l'armée austro-hongroise sont jetées par paquets contre les forces russes, et elles sont incapables d'arrêter la progression des Russes. Et les Russes peuvent poursuivre en direction de Kovel, et le front dans son à ce moment-là, hein, donc on est au bout de 4-5 jours d'offensive, les Austro-Hongrois ont été repoussés de plus de 45 km, hein, sur un front de 80 km de long. Alors bien sûr, à l'Est, on a l'habitude de ce genre de chiffrage des gains, hein. On n'est pas comme sur le front occidental où quand on gagne 1 kilomètre ou 2 à l'époque, c'est presque considéré comme miraculeux. Mais là, par rapport à la façon dont les Russes se sont débrouillés pour créer cette surprise au niveau opératif, eh bien, on a une dislocation qui est telle qu'en 4 à 5 jours, 45 km sont parcourus dans la profondeur sur 80 de long. Donc c'est dire l'explosion de l'ensemble du dispositif austro-hongrois qui est créé par cette offensive, avec donc ses forces à la fois tactiques et, euh, et de planification de l'ensemble de la coopération interarmes qui a été mise en place. Hein, donc à ce moment-là, on est dans un grand problème pour les Russes, c'est que on aurait pu espérer que sur le secteur où se trouvait Evert notamment, on lance enfin, on profite de cette dislocation du front austro-hongrois qui fragilise aussi les Allemands qui sont obligés de dépêcher des réserves pour éviter l'effondrement, et du coup qui dégarnissent leur position au nord du Pripet, et donc on aurait pu espérer que l'offensive russe se déclenche à ce moment-là, en profitant donc de cette fragilité et de ce redéploiement des réserves. Malheureusement, les Evert ne met pas à profit la situation, hein, et donc pareil, il n'y a pas d'attaque qui est menée contre le flanc nord des Austro-Hongrois qui là encore aurait pu achever la victoire, hein. On aurait pu avoir des gains et surtout des pertes encore plus importantes, et l'attaque finalement d'Evert ne va démarrer qu'au mois de juillet. Et d'un point de vue tactique, elle est bien moins bien préparée, pardon, que celle de Broussilov, et ça va être malheureusement pour les Russes un échec sanglant qui va leur coûter 80 000 hommes en une semaine. Donc on se retrouve avec une victoire opérative de Broussilov, hein, à la fin du mois de juin, qui n'est pas complétée par une autre victoire opérative parce que bien les tactiques employées sont pas les mêmes, que on a trop attendu, et donc les Allemands ont pu à la fois redéployer des réserves en renforçant leur défense, et que malheureusement, à partir de la fin du mois de juillet, on va avoir une seconde phase de cette offensive qui va commencer, parce que Broussilov va pas, excusez-moi l'expression, lâcher le morceau, pardon, mais malheureusement, ça n'ira pas plus loin que ce succès initial, hein. On n'aura pas d'effondrement global de l'armée austro-hongroise. Alors bien sûr, les Italiens sont très contents parce que ça soulage leur front. Les Français et les Britanniques sont très contents aussi parce que ça va attirer des réserves allemandes ou fixer des réserves allemandes sur le front est, ce qui va éviter d'une part à la bataille de Verdun de se poursuivre, et puis aux Allemands de se renforcer trop dans la Somme, même s'ils peuvent quand même se renforcer suffisamment pour tenir le front. Et donc on a cette offensive qui va s'achever donc à la fin de l'année avec un bilan qui est quand même très positif au départ, hein, puisque on a 408 000 prisonniers qui sont tombés entre les mains des Russes, et on a donc environ 567 000 morts et blessés dans l'armée austro-hongroise, hein. Donc c'est presque 1 million, enfin oui, c'est presque 1 million d'Austro-Hongrois qui sont mis hors de combat à ce moment-là. Et on comprend qu'à la fin de l'année, sur le plan diplomatique,
l'empereur, le jeune empereur, le dernier empereur d'Autriche-Hongrie, Charles, va faire des propositions de paix aux alliés occidentaux et à la Russie, parce que son pays est complètement exsangue, hein, et que sans le soutien des Allemands, ça aurait été catastrophique et définitif, hein. Et les Allemands, eux, perdent là encore. Leurs pertes sont assez importantes, avec 350 000 hommes tués, blessés ou prisonniers. Hein. Donc vous imaginez, quand on les cumule à celle de Verdun, qui se situe à 140 000 morts et donc près de 300 000 pertes au total, plus celle de la Somme, là encore, pour l'armée allemande, c'est finalement, quand on réfléchit sur l'ensemble des fronts en 1916, c'est l'armée allemande qui est saignée à blanc après l'armée austro-hongroise. Hein. Et côté tsariste, côté russe, on va avoir, et c'est pour ça que vous voyez les chiffres se cumulent, c'est terrifiant, on est à 440 000 tués et blessés et 60 000 prisonniers. Hein, donc si vous comptez tout ça, on arrive à un demi-million, à 1,5, pardon, pas un demi-million, 1,5 million de pertes globales pour les trois camps confondus. Hein, en sachant que, par exemple, sur les pertes en prisonniers, tués, blessés, on a des indications. Sur les disparus, vous le savez très bien, pour la Première Guerre mondiale, on a pas mal de flottements pour avoir des chiffres précis. Hein. Donc ça dépasse les pertes cumulées par rapport à Verdun ou la Somme, et ça en fait donc la campagne la plus sanglante de la Première Guerre mondiale. Et c'est là qu'on voit l'impact de la Russie dans les victoires alliées, hein, parce que sans ça, je le dis, la victoire défensive de Verdun aurait été impossible, et la victoire en demi-teinte de la Somme l'aurait été tout autant. Et on comprend pourquoi, à partir de 1917, les Allemands vont être obligés d'opérer des replis en France, sur la Somme notamment avec l'opération Albériche, pour raccourcir le front, dégager des réserves, parce que là, il va falloir à la fois tenir le front français, aider au soutien de manière de plus en plus importante de l'Autriche-Hongrie, même s'il y a une campagne fulgurante qui est menée à l'été par Falkenhayn en Roumanie, hein, parce que du coup l'avancée russe au départ va faire entrer la Roumanie dans la guerre, dans le camp des Alliés, mais là pour les Allemands c'est une menace trop grande, donc on a une campagne éclair qui est menée de main de maître par Falkenhayn, qui parvient à renverser la situation au dernier moment, mais ça crée une tension permanente sur les effectifs des empires centraux, et ça oblige les Allemands à se démultiplier et à rester finalement en position défensive quasiment tout au long de l'année 1917 sur le front occidental, et de ne passer à l'offensive sur le front italien qu'à la fin de l'année à Caporetto en octobre 1917, avant de profiter de la révolution bolchevique pour achever l'empire tsariste, mais pas sur le plan militaire, sur le plan politique intérieur. Voilà, donc je vais vous mettre en lien tout un tas d'éléments qui vous permettront d'aller plus loin pour mieux comprendre cette offensive, mieux comprendre son déroulement sur les combats eux-mêmes. Hein. Là, je voulais vous parler surtout, comme d'habitude, d'art de la guerre. Hein. C'est un travail que j'ai fait à l'époque, donc en 2016, du centenaire de cette opération, pour le magazine du Musée de la Grande Guerre, et pour les supports internet qu'on a et qui sont toujours disponibles, avec la Société des Amis du Musée de la Grande Guerre, dont je salue mes camarades, hein, Jean-Christophe Ponot, Pierre-Guilhem Grousset, hein, salut les gars, et merci encore de votre soutien à l'époque pour faire tout ça. Donc vous allez voir, il y a plein d'articles, soit qui sont en ligne dans le magazine, qui est, on peut le voir, c'est avec un outil type, je crois, Vimeo. Je m'excuse si les mots techniques ne sont pas les bons. Et puis sur des articles qui sont encore en ligne aujourd'hui, où vous avez toute la cartographie qui vous permettra d'avoir une visibilité plus complète de cette zone, qui n'est pas très connu donc du public français, et donc vous aurez une meilleure compréhension de ce que représente cette opération dans le développement de la pensée qui mène à l'art opératif. Alors avant de nous quitter, le petit coin des lecteurs, hein, comme d'habitude. Alors on va commencer par les cadeaux qui nous ont été
envoyé, hein. Il y a quelqu'un qui, par le biais de X, m'a envoyé son livre Une troupe de choc dans la Grande Guerre. Donc c'est le témoignage d'un polytechnicien qui sert dans l'artillerie dans le 20e corps d'armée, 20e corps d'armée dans lequel servait jusqu'à sa mort en février 1915 un de mes arrière-grands-oncles. C'est pas sans émotion que j'ai reçu ce livre que je vais prendre le soin de lire pour corroborer les témoignages que j'ai en ma possession de mon propre aïeul. Ensuite, vous avez donc vu le Rommel, génie ou imposteur, dans le dernier bataillé blindé qui est en kiosque depuis le 29 mars. On pensait que ça sortirait le 30, mais c'est sorti le 29. Donc c'est le complément de l'émission qu'on a consacrée à ce sujet il y a 15 jours maintenant, avec donc des détails supplémentaires, et notamment, je le disais, la partie qui concerne Rommel et l'opération Valkyrie pour se débarrasser d'Hitler en 1944. Vous avez toujours le 3e Panzerkorps qui est disponible et qui n'est plus disponible en grand nombre, parce que ça c'est la bonne nouvelle de la semaine dernière, oui c'est ça la semaine dernière, c'est qu'on est à plus de 400 exemplaires vendus sur environ 500 tirés, et il en reste moins d'une centaine disponibles, hein. Je pense que quand on compte les exemplaires envoyés à la presse, à votre serviteur, on doit être à peut-être 70 ou 80 exemplaires. Donc c'est le moment d'y aller. Il sera réédité, hein, ne vous inquiétez pas, il fait partie donc des succès de la maison, mais si vous voulez l'avoir tout de suite, c'est le moment. Je remercie, c'est mon ami Ben Mercier sur LinkedIn qui a mis une magnifique critique de ce travail sur sa page pro. Encore un grand merci à lui, et globalement tous les retours qu'on peut avoir partout sur les réseaux ou sur les gens qu'on peut rencontrer sont toujours dithyrambiques, donc n'hésitez pas pour comprendre pareil les anniversaires, les anniversaires de 1944, du 80e anniversaire de 44, eh bien vous avez encore à l'intérieur de quoi vous informer très largement. Alors, vous l'avez compris, je ne les ai pas encore en main, mais vous l'avez compris la semaine dernière, vont sortir donc d'ici la fin du mois d'avril, d'abord, ça on en avait déjà parlé une autre fois encore avant, le livre Les secrets de la guerre de sécession. Donc dès qu'il sortira, on fera cette émission spéciale autour du livre et de son contenu, sur tout ce que la guerre de sécession a pu apporter à la guerre moderne. Et ensuite, donc c'était l'objet de la petite vidéo de la semaine dernière, une double sortie de ce que mes camarades de caractère appellent donc le pack Normandie, avec 2 fascicules, papier glacé, couverture cartonnée, une iconographie absolument phénoménale. Donc l'un consacré aux troupes américaines, aux GI du jour J, donc les unités la Big Red One, la 29e division, la 4e division d'infanterie, et puis leur soutien notamment blindé au cours des opérations de débarquement, et puis un autre consacré aux paras du jour J, donc la 101e et la 82e. Hein, vous connaissez mon affection personnelle pour l'histoire de la 101e Airborne, dont j'ai eu l'occasion de rencontrer à quelques reprises des vétérans, et notamment Vince Speranza, dont je salue encore la mémoire. Et donc voilà, ça, ce sera plutôt peut-être mi-mai que je les aurai en main, mais encore une fois, comme pour le livre sur la guerre de sécession, vous pouvez les précommander dès maintenant à un tarif préférentiel. Voilà. Donc je compte sur vous pour participer aussi à la diffusion autour de vous, en partageant cette vidéo de la sortie prochaine de ces ouvrages, et que ça permettra de les vendre en grand nombre à l'occasion du 80e anniversaire de l'année 1944, et pas simplement du débarquement. Voilà. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine. Je n'ai pas encore le sujet, mais ne vous inquiétez
inquiétez pas, vous me connaissez, je suis plein de ressources et donc d'ici là, les pouces en l'air, les partages, les commentaires positifs et le financement pour nous permettre de tourner le documentaire le plus vite possible sur la bataille de Cambrai. À la semaine prochaine.